Dans la brume d'un Londres victorien, les réverbères veillent comme des gardiens silencieux, tandis qu'au cœur des ruelles s'entrelacent secrets et passions. Le crépitement d'un feu, la plainte d'un violon, et déjà s'esquisse une énigme, où l'honneur, la jalousie et le destin s'affrontent. Mais vous, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur lecture? Dites-le moi en commentaire. Approchez donc, ouvrez l'oreille et l'esprit, car ce récit vous conduira bien au-delà des apparences, là où chaque ombre cache une vérité insoupçonnée. En ce matin d'hiver, Londres paraissait noyée dans un linceul de brume qui pesait sur la ville comme une chape funèbre. Les réverbères, encore allumés à cette heure tardive, projetaient à peine leurs lueurs incertaines à travers les volutes opaques, et l'air glacé s'infiltrait par chaque interstice, rappelant aux habitants que le cœur de la saison froide battait à son paroxysme. Je me tenais dans notre salon de Baker Street, réconforté par la chaleur rougeoyante de la cheminée, et j'observais avec un certain plaisir le contraste entre la dureté de la rue et la quiétude de notre intérieur. La théière fumait doucement, emplissant la pièce de ses arômes familiers, tandis que mes notes médicales gisaient ouvertes sur mes genoux, abandonnées à une rêverie pensive. Holmes, installé dans son fauteuil de velours, ne semblait point troublé par l'austérité du climat. Une pipe à demi consumée reposait sur le rebord de la table, et son regard fixe se perdait dans les flammes comme s'il y lisait quelque énigme invisible. La silhouette longiligne de mon compagnon, accentuée par la lumière tremblante du foyer, m'évoquait à chaque fois la dualité singulière de son esprit, à la fois rigide dans son raisonnement et brûlant d'une intensité intérieure qu'aucune distraction ne paraissait apaiser. Je me laissais aller à penser combien ces instants de calme, en apparence insignifiants, constituaient souvent le prélude aux plus extraordinaires aventures. Le brouillard londonien, complice discret de tant de mystères, semble avec ce demi-sourire ironique qu'il arborait chaque fois que le destin semblait se charger de l'occuper. Il saisit sa pipe qu'il reposa aussitôt, comme si toute concentration devait désormais se tourner vers l'arrivée mystérieuse. La porte s'ouvrit, livrant passage à une silhouette drapée d'un manteau sombre, que le brouillard extérieur paraissait avoir poursuivi jusque dans notre refuge. Le contraste entre le silence feutré de Baker Street et l'entrée résolue de l'inconnu brisa d'un seul élan la routine paisible de notre matinée. Je sentis mon cœur battre plus vite, conscient que le calme apparent venait de céder sa place à la perspective d'une intrigue nouvelle. Holmes, avec une courtoisie sèche, invita le visiteur à prendre place. Il n'avait pas encore prononcé un mot, mais déjà mon ami observait ses traits avec une acuité qui me fit comprendre qu'il discernait plus qu'aucun d'entre nous n'aurait pu voir. Une énigme venait de franchir notre seuil, et la quiétude de l'aube avait basculé dans le pressentiment d'une affaire singulière. L'homme retira son chapeau avec une lenteur empreinte de gravité, révélant un visage à la fois distingué et tourmenté. Ses traits portaient l'empreinte du Sud, avec ce teint mat et ses yeux noirs où brillait une inquiétude à peine contenue. Il se présenta d'une voix ferme, mais chargée d'une tension perceptible. « Je suis Don Miguel de Alarcón, attaché à l'ambassade d'Espagne à Londres. » Il s'inclina légèrement, et je remarquai l'élégance irréprochable de sa mise. Bottes luisantes, gants de cuir fin, manteau ajusté. Pourtant, sous cette façade soignée perçait une agitation presque douloureuse, comme si chaque geste lui coûtait un combat intérieur. Holmes le dévisagea sans aménité, scrutant les moindres détails. Un pli du vêtement, une trace de poussière, une main crispée. Je reconnus dans ce regard la mécanique silencieuse de son esprit, déjà lancé dans son œuvre d'analyse. Don Miguel reprit, s'asseyant avec raideur. « Je viens solliciter votre aide, monsieur Holmes. Un drame du... » Un silence tomba, plus lourd que le brouillard lui-même. Je sentis mon souffle se suspendre à ces paroles glaçantes, tandis que Holmes, les doigts joints sous son menton, laissa passer quelques secondes avant de répondre. « Voilà, Watson, » dit-il enfin, « une énigme qui ne saurait manquer de nous intéresser. » Et dans son regard flamboyait déjà la promesse d'une aventure aux résonances singulièrement profondes. Don Miguel inspira profondément, comme pour rassembler son courage, puis se lança dans un récit haletant qui nous captura aussitôt. Sir Edmund Carfax,
dit-il d'une voix ferme mais voilée d'émotion, était connu non seulement comme un collectionneur distingué, mais encore comme un homme d'une grande rectitude morale. Or, hier au soir, dans sa résidence de Belgravia, il fut découvert gisant sur le sol de son salon privé, un poignard espagnol enfoncé dans la poitrine. La pièce où l'on retrouva son corps avait été verrouillée de l'intérieur. Toutes les fenêtres étaient closes, à l'exception d'une fente qui laissait pénétrer un souffle glacé. Aucun objet n'avait disparu, rien n'indiquait une lutte, et les domestiques jurent n'avoir entendu ni cris, ni heurts. Il marqua une pause, puis poursuivit d'un ton plus grave encore. Ce poignard n'est pas un objet ordinaire. C'est une arme ancienne, aux gravures mauresques, qui a disparu depuis des décennies des inventaires officiels espagnols. Sa réapparition dans un tel contexte me glace d'effroi, car elle pourrait faire naître les rumeurs les plus funestes. Je notais la pâleur de son visage, l'ombre qui passa dans ses yeux lorsqu'il évoqua les répercussions possibles. Sa voix trahissait la peur d'un scandale politique dont les conséquences dépasseraient de loin le seul cadre d'un meurtre domestique. Holmes demeura silencieux, les doigts effilés joints devant son menton, ses yeux perçants fixés sur notre interlocuteur. Pour ma part, je ressentis une impression de mystère redoublée. Non seulement un homme honorable avait trouvé la mort dans des circonstances impossibles, mais encore un objet chargé d'histoire et de passion nationale tenant ses gants. Holmes, impassible, poursuivit. La serrure intacte, la fenêtre à demi ouverte et l'absence de lutte constituent des éléments contradictoires qu'il me tarde d'examiner. Quant au poignard, il appartient à une catégorie d'indices qui, bien souvent, agitent les esprits plus qu'ils n'éclairent la vérité. Je remarquai combien ces paroles firent blanchir le diplomate. Il semblait redouter que cette affaire, loin de rester confinée à la demeure Carfax, ne s'étende jusqu'aux sphères politiques où l'honneur des nations s'entrechoque. Pour ma part, je fus frappé par l'assurance tranquille de mon ami, contrastant avec l'agitation nerveuse de Don Miguel. Je ressentis une sorte d'appréhension. Si Holmes paraissait se réjouir déjà de l'énigme, je ne pouvais m'empêcher de penser que derrière ce drame se profilait quelque chose de redoutable, dont nous ne percevions encore qu'un pâle reflet. Holmes rompit le silence, son regard acéré planté dans celui du diplomate. « Monsieur, nous allons nous rendre immédiatement à Belgravia, car il n'est pas d'énigme plus stimulante qu'un meurtre qui prétend défier la logique. » À cet instant, je compris que l'affaire venait de commencer, et qu'elle nous entraînerait bien au-delà des murs feutrés de Baker Street. Le fiacre qui nous emportait roulait à pas mesurés dans la brume dense qui recouvrait Londres d'un voile lugubre. La respiration des chevaux se condensait en nuages blancs, et le martèlement régulier de leurs sabots résonnait comme un glas dans les rues assoupies. Je gardai le silence, méditant les paroles de Don Miguel, tandis que Holmes, les bras croisés et le regard fixe, semblait plongé dans une réflexion d'une intensité extrême. De temps à autre, je surprenais sur ses lèvres un demi-sourire, indice d'une déduction naissante que son esprit seul suivait dans l'obscurité. Le froid pénétrait jusqu'à nos os malgré nos manteaux épais, et j'eus le sentiment que ce climat morne convenait singulièrement à l'affaire qui nous attendait. À travers les vitres ternies du fiacre, on distinguait à peine les silhouettes indistinctes des passants. Je songeais alors combien chaque enquête nous entraînait dans une atmosphère singulière. Celle-ci se présentait déjà comme imprégnée d'une gravité sourde, comme si le brouillard lui-même cachait les ombres d'un drame encore plus profond. Lorsque nous parvînmes à Belgravia, la demeure Carfax se dressa devant nous, imposante et sombre, telle une forteresse endeuillée. Le majordome nous ouvrit la porte avec une raideur mécanique, mais ses yeux trahissaient une inquiétude qu'aucune discipline domestique ne pouvait masquer. Sa voix tremblait à peine lorsqu'il annonça « Messieurs, suivez-moi, je vous prie. » L'air à l'intérieur de la maison était chargé d'une pesanteur qui oppressait les sens. Les lourds tapis étouffaient nos pas, et un silence inhabituel régnait, seulement troublé par le craquement discret du bois dans la cheminée d'une pièce lointaine. Lady Carfax, m'apprit-on, s'était retirée dans ses appartements, incapable d'affronter la scène du crime une seconde fois. Le majordome nous guida jusqu'au premier étage, et je ne pus m'empêcher de remarquer sa main tremblante sur la rampe. Lestrade, avec sa brusquerie coutumière, fronça les sourcils, comme s'il jugeait ses effusions déplacées. Holmes, en revanche, observait chaque détail. Une trace de boue dans le vestibule, un chandelier déplacé,
et même la crispation fugitive du domestique en ouvrant la porte du salon. Tout en avançant, je sentis croître l'impression d'entrer dans un sanctuaire glacé où la mort avait imposé son empire. La pièce où nous fûmes introduits avait l'austérité d'un mausolée. Les rideaux lourds demeuraient tirés, ne laissant passer qu'un filet de lumière blafarde qui baignait le mobilier d'un éclat funèbre. Les portes étaient solidement fermées, et les volets de la fenêtre semblaient n'avoir été que récemment entr'ouverts, comme pour laisser échapper un souffle d'air trop pesant. Au centre de la pièce, un large tapis persan couvrait presque tout le parquet, et je remarquai avec un frisson qu'il portait encore l'ombre invisible du corps qui avait été enlevé peu auparavant. Le bureau de bois sombre était l'impossible. Je ne pus retenir un frisson en apercevant l'arme qui avait fauché la vie de Sir Edmund Carfax. Le poignard, retiré du corps mais exposé sur une table voisine, brillait d'un éclat singulier. Sa lame, effilée comme une langue de feu, portait des motifs gravés d'inspiration mauresque, d'une finesse qui révélait l'artisanat d'un autre âge. La garde était sertie de filigranes argentés, et l'ensemble respirait davantage l'objet de culte que l'arme commune. Holmes s'approcha avec cette lenteur calculée qui lui était propre, s'accroupit et examina longuement l'arme, sans un mot. Il passa un doigt le long de la lame, observa l'angle de pénétration décrit dans le rapport, puis leva les yeux vers moi. « Voyez, Watson, dit-il à voix basse, ceci n'a pas été brandi avec l'impétuosité d'un voleur affolé. C'est l'outil choisi d'une main résolue, familière de son poids et de son équilibre. Je compris alors que ce poignard représentait plus qu'un simple instrument de mort. Il portait en lui l'ombre d'une histoire étrangère, d'une tradition lourde de sens. Holmes, toujours penché sur l'objet, ajouta « Le passé voyage parfois plus vite que les vivants, et il tue avec une précision redoutable. » Alors que Lestrade s'occupait de noter ses observations banales, Holmes inspectait déjà la pièce avec cette minutie qui faisait sa renommée. Ses yeux s'arrêtèrent d'abord sur la fenêtre entr'ouverte. Une brise glacée pénétrait dans la pièce, soulevant légèrement un pan du rideau. « Étrange, murmura-t-il, car qui songerait à ouvrir une fenêtre par un froid pareil, sinon pour fournir une diversion ?» Puis il huma l'air, fronçant imperceptiblement les sourcils. « Un parfum singulier de tabac, Watson, mais non point de vos variétés anglaises. Celui-ci est plus âcre, plus capiteux. Je l'ai senti une fois, à Séville, il y a plusieurs années. » Enfin, il se pencha derrière un fauteuil et en retira un petit mouchoir de fine soie, brodé d'initiales délicates. Je notais son froncement de sourcils. Lestrade, qui jusque-là nous observait avec une expression mêlant scepticisme et impatience, finit par éclater. « Tout cela est bel et bon, monsieur Holmes, mais n'allons pas chercher midi à 14 heures. Nous avons affaire à un cambriolage qui a mal tourné. Le voleur, surpris par Sir Edmund, a saisi l'arme la plus proche pour l'abattre, puis, pris de panique, a fui par la fenêtre. » Il bomba le torse en proférant sa conclusion, comme si l'affaire se trouvait déjà classée. L'arme, l'ouverture de la fenêtre, la solitude de la victime, tout cela correspond parfaitement, ajouta-t-il, convaincu de sa logique. Je perçus un instant l'hésitation de Don Miguel, qui semblait soulagé par cette explication simple. Pour ma part, je restais muet, conscient que Holmes, qui n'avait pas encore ouvert la bouche, allait bientôt renverser la table de cette hypothèse trop commode. Holmes rompit enfin le silence, son regard acéré posé sur Lestrade. « Si vous permettez, inspecteur, votre voleur est d'une singulière délicatesse. Il s'introduit sans forcer la serrure, tue sans désordre, et choisit pour arme un poignard rarissime dont l'histoire dépasse de loin nos frontières. Voilà un cambriolage bien aristocratique, en vérité. » Il tira une longue bouffée de sa pipe avant de conclure, d'un ton sec. « Non, monsieur, quelque chose d'autre se joue ici, et c'est précisément ce qui rend l'affaire intéressante. » Un silence pesant suivit ces paroles. Pour la première fois, je vis Lestrade baisser les yeux, comme s'il pressentait qu'il allait devoir batailler longuement contre l'évidence que Holmes commençait déjà à assembler. La demeure Carfax se dressait devant nous comme une maison frappée d'un malheur inexprimable. Dès que nous franchîmes le seuil, je sentis l'air lourd, saturé d'un silence pesant qui semblait s'étendre de pièce en pièce. Les lourds rideaux étaient tirés, les tapis assourdissaient nos pas, et même les portraits accrochés au mur semblaient nous fixer d'un œil sévère.
Un parfum de cire et de linge humide planait dans l'air, mêlé à cette odeur particulière que j'ai sur moi, puis sur l'estrade, avec une lucidité presque accusatrice. Elle s'excusa d'une voix basse, affirmant que son esprit n'était pas en état de recevoir des étrangers, mais qu'elle se devait d'éclairer, autant qu'il lui serait possible, les circonstances de la mort de son époux. Tandis qu'elle parlait, je remarquai que ses traits n'étaient pas déformés par la douleur, mais figés par une volonté farouche de maîtrise. Holmes, qui se tenait légèrement penché en avant, observait chacun de ses gestes avec une attention froide. Je savais qu'il percevait ce que mes yeux distraits n'auraient pu saisir. Une attitude dissonante, comme si la veuve n'était pas seulement une victime, mais une actrice dans une pièce plus vaste. Holmes, d'un geste à peine perceptible, m'indiqua les mains de Lady Carfax. Je vis alors ce qu'il avait déjà noté. La pulpe de ses doigts portait encore des traces d'encre noire, récemment frottées mais non effacées. Ce détail, insignifiant pour un observateur ordinaire, éveilla aussitôt mon imagination. Pendant qu'elle parlait d'un ton mesuré, Holmes l'interrompit doucement. « Madame, vous semblez avoir manié la plume ce matin, malgré les circonstances. » Elle baissa aussitôt les yeux et répondit avec froideur que les obligations d'une maîtresse de maison ne s'éteignaient pas avec la mort. Je perçus alors un trouble fugace dans son regard, comme si elle avait dit plus qu'elle ne le souhaitait. Holmes, sans insister, se contenta d'un mince sourire ironique, mais je devinais qu'il venait d'ajouter une pierre essentielle à son édifice de soupçons. Quant à moi, je demeurais perplexe. Pourquoi une veuve bouleversée trouverait-elle le loisir d'écrire, et surtout, que cherchait-elle à consigner ou dissimuler par ses notes hâtives? À une question à droite de Holmes, Lady Carfax évoqua d'une voix glacée les habitudes de collectionneur de son défunt mari. Sir Edmund, expliqua-t-elle, avait récemment enrichi sa collection d'objets rares acquis lors d'une vente aux enchères londoniennes. Elle cita des manuscrits anciens, quelques pièces orientales, mais s'attarda surtout sur une série. Il était évident que ces acquisitions, loin de n'être qu'un simple caprice de collectionneur, constituaient le nœud d'une affaire plus vaste. La mention des armes espagnoles en particulier résonna comme un écho sombre du poignard retrouvé dans la poitrine de Sir Edmund. Était-ce une coïncidence? Holmes ne croyait guère aux coïncidences, et je savais qu'il enregistrait chaque mot comme une note précieuse dans sa partition mentale. Holmes demanda la permission d'interroger les domestiques, ce que Lady Carfax accorda d'un geste las. Nous fûmes conduits dans l'office, où les voies étaient plus libres, quoique encore empreintes de crainte. Un valet de chambre, hésitant, finit par avouer qu'un étranger avait été vu la veille du meurtre, reçu discrètement dans le cabinet de Sir Edmund. D'autres employés confirmèrent. Il s'agissait d'un homme espagnol, à l'allure passionnée, qui s'était entretenu longuement avec le maître de maison. Personne ne savait la teneur de leur entretien, mais tous remarquèrent l'agitation de Sir Edmund après ce rendez-vous. Ces révélations éveillèrent en moi un trouble nouveau. Était-ce ce mystérieux visiteur qui avait introduit l'arme fatale dans la maison? Ou bien n'était-il qu'un maillon d'une intrigue plus subtile encore? Holmes, quant à lui, gardait ce silence qui m'était familier, celui d'un esprit qui se nourrit d'indices et s'apprête à les transformer en certitudes. Lorsque nous reprîmes la route, je ne pus m'empêcher d'interroger mon ami. « Eh bien, Holmes, que pensez-vous de cette femme ?» Il esquissa un sourire bref. « Elle a l'art de dissimuler, Watson, mais pas celui d'effacer. L'encre sur ses doigts, les hésitations dans son récit, et surtout l'évocation trop parcimonieuse des acquisitions de Sir Edmund, me disent assez qu'elle cache une part de vérité. » Je demeurai songeur, repensant au regard froid de Lady Carfax. Holmes, fixant la rue d'un air distrait, ajouta « Derrière la façade du deuil se dissimule souvent la volonté de protéger quelque chose de plus précieux que l'amour. L'honneur, la attitude, ce mélange d'impatience et de concentration qui le saisissait chaque fois qu'une piste neuve s'ouvrait devant lui. Je tentais de l'interroger sur ses premières impressions, mais il resta muet, comme absorbé dans un dialogue secret avec ses propres déductions. À peine obtins-je quelques phrases laconiques. « Nous allons, Watson, confronter la lame au savoir des hommes. Et c'est souvent là que les mystères révèlent leur véritable épaisseur. » Le fiacre qui nous conduisit vers Bloomsbury avançait lentement à travers les rues encombrées.
Je songeais alors que chaque chaos du trajet nous rapprochait d'une vérité enfouie depuis des décennies, peut-être plus redoutable encore que le crime lui-même. En franchissant les colonnes massives du British Museum, je fus saisi par le contraste entre le tumulte de Londres et la majesté silencieuse de ce temple du savoir. Les vastes galeries, baignées d'une lumière pâle, semblaient contenir l'écho des siècles. Des visiteurs chuchotaient devant les vitrines, mais la gravité de notre mission rendait tout cela lointain et presque irréel. Holmes, indifférent à la splendeur environnante, avançait droit vers l'aile consacrée aux antiquités, guidé par un instinct infaillible. Il marchait comme un général pénétrant dans son quartier stratégique, les yeux fixés sur un but invisible aux autres. Pour ma part, je ressentis un mélange de solennité et de curiosité. Le poignard que nous portions dans une boîte discrète allait bientôt retrouver son écho historique. Et j'avais le pressentiment que cette confrontation entre l'arme et les archives allait faire jaillir une vérité inattendue. On nous introduisit dans un cabinet feutré, où un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu sobrement, nous attendait. Ses lunettes rondes glissaient sur son nez, et ses mains fines trahissaient l'habitude de manipuler des objets fragiles. Il se présenta comme le docteur Alvarez, spécialiste des armes ibériques. Holmes le salua avec une politesse brève, puis ouvrit la boîte contenant le poignard. L'érudit se pencha aussitôt, ses yeux brillant d'une fascination presque religieuse. Il prit l'arme entre ses doigts ganteux. Le docteur Alvarez nous invita à nous asseoir, et, tenant le poignard devant lui comme un prêtre son reliquaire, il commença son récit. Cette arme, expliqua-t-il, fut forgée au début du XIXe siècle, à une époque où l'Espagne se déchirait dans ses luttes d'indépendance. Elle n'était pas seulement un outil de guerre, mais un symbole brandi par ceux qui combattaient pour la liberté. Il traça du doigt les motifs mauresques, précisant qu'il rappelait la longue histoire de l'Espagne, où se mêlaient cultures et conquêtes. Ce poignard, continua-t-il, fut porté dans des batailles où le sang coulait pour des idéaux. Chaque gravure raconte un serment de résistance. Je me surpris à contempler l'objet avec un respect nouveau, presque sacré. Holmes, lui, demeurait concentré. Ainsi, dit-il doucement, l'arme a servi plus à marquer une cause qu'à tuer un homme. Mais alors, pourquoi ressurgit-elle ici, dans une demeure londonienne? Sa question resta suspendue, et je vis l'érudit hésiter avant de poursuivre. Ce poignard, messieurs, ajouta enfin le docteur Alvarez, fut associé à un nom qui fit trembler l'Europe, celui de Don Esteban Cortés, chef insurgé lors des soulèvements contre l'occupation française. À ces mots, je vis Don Miguel pâlir visiblement, tandis que Holmes haussa imperceptiblement un sourcil. Alvarez poursuivit. Cortés fut capturé et exécuté publiquement à Madrid en 1812. On disait que ce poignard ne l'avait jamais quitté, qu'il avait été témoin de ses serments, de ses victoires et de sa chute. Sa disparition après l'exécution fut un mystère que nul n'a jamais éclairci. Je ne pus m'empêcher de murmurer. Et voilà que l'arme réapparaît, plus d'un demi-siècle plus tard, dans le cœur d'un gentleman anglais. Holmes répondit avec ce calme ironique qui lui était propre. Le passé, mon cher Watson, a parfois l'élégance d'attendre son heure pour frapper. Le docteur Alvarez, baissant la voix, ajouta une révélation qui fit tressaillir Holmes. Sachez que ce poignard figurait autrefois dans le... Et les frontières, Watson. Il ne le fait jamais seul. Il apporte toujours avec lui les fantômes de ceux qui l'ont possédé. Nous reprîmes la direction de Scotland Yard après notre visite au British Museum, et je ne pus manquer de remarquer l'agitation inhabituelle qui régnait ce jour-là dans les bureaux du célèbre établissement. Des agents allaient et venaient à vive allure, portant des dossiers empilés, échangeant des bribes de conversation fiévreuses. Le nom de Sir Edmund Carfax circulait de bouche en bouche, chacun ajoutant sa conjecture, chacun prétendant tenir un détail de première importance. L'estrade, que nous accompagnions, marchait avec une assurance presque triomphale, comme si l'animation générale venait confirmer son propre rôle central dans l'enquête. Quant à Holmes, il gardait son flegme coutumier, le regard apparemment distrait, mais je savais que rien, dans cette effervescence, n'échappait à son observation acérée. Pour ma part, je ressentis un contraste saisissant entre la solennité silencieuse du British Museum et cette fourmilière de policiers, tous absorbés par leur travail.
Mais je savais aussi que dans ce tumulte, la voix de l'estrade allait bientôt s'élever pour imposer son hypothèse, au risque de heurter les certitudes de mon ami. À peine installé dans une salle de réunion, l'estrade prit la parole avec la vigueur d'un homme qui croit tenir la clé de l'affaire. Il frappa du poing sur la table, les yeux brillants d'assurance. « Messieurs, déclara-t-il, il n'est nul besoin de tourner autour du pot. Sir Edmund Carfax a surpris un voleur. Le criminel, pris de panique, s'est saisi de la première arme venue et l'a frappé à mort avant de fuir par la fenêtre entr'ouverte. » Il poursuivit en énumérant les éléments à l'appui de sa théorie. L'ouverture de la fenêtre, la nature précipitée du coup et l'absence de témoins. Tout cela, dit-il, cadre parfaitement avec un cambriolage qui a mal tourné. Point n'est besoin d'invoquer des complots internationaux ou des reliques espagnoles à la réputation sinistre. Je vis Don Miguel baisser les yeux, comme soulagé par cette version plus prosaïque. Holmes, qui jusque-là s'était contenté de pirer pensivement sur sa pipe, se redressa soudain et interrompit l'estrade avec une vivacité qui fit sursauter plusieurs agents présents. « Votre voleur, inspecteur, dit-il d'une voix glaciale, est un personnage bien singulier. Non seulement il pénètre dans une demeure sans forcer la serrure, mais il choisit pour arme un poignard rarissime, dont la valeur historique dépasse de loin l'entendement d'un simple malfaiteur. Voilà, je vous le concède, un cambrioleur au goût exquis. » L'estrade fronça les sourcils, prête à répliquer. Mais Holmes enchaîna, implacable. Ajoutez à cela le mouchoir de soie, brodé d'initiales, abandonné comme une carte de visite. L'odeur persistante d'un tabac étranger, inconnu de nos fumeurs londoniens. Et la mise en scène d'une pièce close, dont le moindre détail crie la préméditation. Et vous voudriez que je croie à un voleur pris de panique. Un murmure parcourut l'assemblée. Holmes conclut avec un éclat d'ironie. « Je crains, inspecteur, que votre explication n'ait la commodité d'une couverture, mais la solidité d'un rideau de fumée. » Et je vis alors l'estrade serrer les poings, partagée entre la colère et la résignation, tandis que Holmes reprenait place avec ce calme triomphant qui annonçait de nouvelles révélations. Holmes se leva et fit quelques pas dans la salle, comme s'il reprenait les fils de son raisonnement devant l'assemblée attentive. « L'un des détails les plus révélateurs, déclara-t-il, est pourtant passé inaperçu. L'odeur persistante de tabac dans la pièce du crime. Ce n'était pas un cigare de Londres, ni même une variété que l'on pourrait se procurer à Whitechapel. Non, messieurs. C'était un parfum âcre et capiteux que je n'ai rencontré qu'en Espagne, à Séville plus précisément. » À ces mots, Don Miguel tressaillit imperceptiblement, ce que je ne manquais pas de remarquer. L'estrade haussa les épaules. « Beaucoup de marins espagnols fument, cela ne prouve rien. » Holmes répliqua aussitôt, d'un ton sec. « Du cadavre ? Allons, inspecteur, un tel objet n'est pas un hasard, mais un message silencieux. Ce mouchoir nous dit qu'une femme était présente. » Je sentis l'attention de Don Miguel se raidir à ces paroles, mais il ne dit rien. Pour ma part, je songeais à Lady Carfax, dont les doigts tachés d'encre m'avaient laissé une impression étrange, et à cette mystérieuse Doña Isabella que nous n'avions pas encore rencontrée. Holmes, en insistant sur cet indice, ouvrait une piste nouvelle et troublante, qui allait bien au-delà du cambriolage supposé. Holmes reprit d'une voix plus ferme. « J'ajouterai un dernier point, peut-être le plus décisif. La serrure de la porte. » Il sortit de sa poche un petit croquis qu'il avait tracé sur place. Aucune marque d'effraction, aucune rayure, aucun outil n'a forcé l'entrée. La clé se trouvait encore à l'intérieur, dans la serrure. Il laissa flotter un silence avant de conclure. « Dites-moi, inspecteur, quel cambrioleur pénètre dans une demeure close sans forcer la serrure, tue sans bruit, laisse derrière lui un mouchoir de femme et s'arrange pour que la pièce paraisse verrouillée de l'intérieur. Votre voleur imaginaire défie les lois de la logique. » Un murmure parcourut la salle. Je vis l'estrade rougir et serrer les mâchoires, incapable de répondre sur le champ. Holmes s'assit alors tranquillement, comme un joueur d'échecs qui vient de mettre son adversaire en échec. En spectateur privilégié de cet échange, je ne pus m'empêcher d'admirer la vivacité de Holmes, opposée à l'entêtement de l'estrade.
La salle elle-même semblait vibrer de la tension née de cette confrontation. D'un côté, l'esprit méthodique et ironique de mon ami, de l'autre, la certitude obstinée de l'inspecteur, jaloux de son autorité. Les agents présents retenaient leur souffle à chaque répartie, oscillant entre l'attrait de la logique implacable de Holmes et la simplicité rassurante de la théorie de l'estrade. Pour ma part, je sentis qu'un gouffre s'ouvrait entre... Le lendemain, dans le calme retrouvé de Baker Street, Holmes posa devant moi le mouchoir découvert sur la scène du crime. Il l'étendit soigneusement sur la table et me désigna les initiales brodées avec une minutie féminine. Voyez-vous, Watson, la délicatesse de ces lettres, le fil d'or qui compose ce dessin. Je me penchai et déchiffrai. I-D-A. Holmes eut un bref sourire, puis tira d'un tiroir une carte de visite laissée par Don Miguel lors de sa visite initiale. Doña Isabella de Alarcón, lut-il à haute voix, nièce du diplomate espagnol, récemment arrivé à Londres. Je demeurai interdit. Vous pensez donc que... Holmes me coupa. Je ne pense pas, mon cher ami, je constate. Ce mouchoir lui appartient. Qu'elle l'ait laissé volontairement ou non, il constitue un lien direct entre elle et la demeure Carfax. Cette révélation, simple et implacable, fit naître en moi un trouble nouveau. La piste espagnole prenait soudain un visage, celui d'une jeune femme dont nous ignorions encore tout. Holmes, qui avait passé la matinée à fumer en silence, se leva soudain avec l'énergie d'un homme décidé. « Watson, dit-il, il est inutile de perdre plus de temps. Nous allons rendre visite à Doña Isabella. C'est à l'hôtel Langham qu'elle réside, et je gage que cette entrevue nous apportera plus que tous les discours de l'estrade réunis. » Je reconnus dans l'éclat de son regard cette flamme qui s'allumait chaque fois qu'une piste nouvelle se précisait. « Mais si elle est innocente, osai-je. » Holmes eut un léger rire. « Alors elle nous le prouvera par ses paroles, ou par ses mensonges. Dans les deux cas, nous serons éclairés. » Nous quittâmes donc Baker Street sans tarder. Je ressentais une appréhension sourde. Interroger une jeune femme de bonne naissance dans une affaire aussi sinistre paraissait cruel. Mais je savais qu'Holmes n'hésitait jamais à affronter la vérité, quelle que soit sa forme. Nous fûmes introduits dans un salon élégant où Doña Isabella nous attendait. La jeune femme se leva à notre approche et je fus frappé par se défendre. À peine Holmes eut-il mentionné la découverte du mouchoir que Doña Isabella s'exclama vivement. « Ce n'est pas possible. Ce mouchoir m'appartient, certes, mais je ne l'ai jamais perdu dans une telle maison. Je n'ai jamais mis les pieds chez Sir Edmund Carfax. » Sa voix vibrait d'une indignation sincère, et ses yeux lançaient des éclairs. « On cherche à me compromettre, » ajouta-t-elle. « Quelqu'un a dérobé cet objet pour m'accuser à tort. » Holmes l'écouta sans l'interrompre, les doigts croisés devant lui. Je crus déceler un sourire fugitif au coin de ses lèvres, comme s'il mesurait déjà la portée de ses dénégations trop véhémentes. Pour ma part, je fus pris d'un élan de compassion. Cette jeune femme semblait acculée par des forces qui la dépassaient. Mais en même temps, je savais que, dans l'arène où Holmes faisait jaillir la vérité, les protestations seules ne suffisaient jamais. Holmes, avec cette douceur trompeuse qu'il savait si bien manier, s'appuya légèrement en avant. « Permettez-moi, Doña Isabella, une question plus simple. Avez-vous déjà rencontré Lady Carfax ?» La jeune femme hésita, puis répondit. « Non, pas directement. Mais je sais qu'elle avait l'habitude de se repirer dans son bureau, où ses doigts restaient tachés d'encre. » Elle s'interrompit, consciente trop tard de son imprudence. Holmes la fixa longuement, sans un mot, mais son regard brillait d'un éclat triomphant. Je compris aussitôt la gravité de ce détail. Comment pouvait-elle savoir que Lady Carfax avait les mains tachées d'encre, à moins de l'avoir vue de près? Doña Isabella pâlit, se mordit la lèvre et détourna les yeux. Holmes se leva lentement, refermant son carnet. « Merci, Doña Isabella. Vous nous avez fourni plus que nous n'espérions. » Et je sentis qu'un pas décisif venait d'être franchi, bien qu'il restât encore voilé de mystère. En quittant l'hôtel, Holmes demeura silencieux quelques instants. Puis, tandis que nous descendions les marches, il me dit à mi-voix, « Watson, il est clair que Doña Isabella nous cache une vérité. » Mais je lui demandai quelle impression il retirait de cet entretien. « Celle d'un duel invisible, » répondit-il.
entre deux femmes liées par une jalousie ou un intérêt que nous ne saisissons pas encore. Lady Carfax, glaciale sous ses voiles de deuil, et Doña Isabella, fière et trop prompte à protester. L'une dissimule, l'autre trahit malgré elle. Il s'arrêta pour allumer sa pipe et conclut. « Retenez ceci, Watson. Lorsqu'une femme parle trop, c'est qu'elle craint le silence. Et lorsqu'elle en dit trop peu, c'est qu'elle redoute qu'on lise dans ses yeux. Dans ce drame, les deux attitudes se rencontrent. Et c'est là que réside la clé. Ces paroles résonnèrent en moi comme l'annonce d'une vérité plus sombre encore, prête à surgir de l'ombre. Il nous fallut revenir à Belgravia, car Holmes n'était point satisfait des observations faites lors de notre première visite. Une scène de crime, Watson, dit-il, ne se révèle jamais totalement au premier regard. Elle attend que l'on revienne, armé d'une question précise. Nous fûmes reçus de nouveau par le majordome, dont la mine fatiguée trahissait l'usure d'un deuil prolongé et d'une maison frappée par le scandale. Le silence de la demeure semblait plus lourd encore que la première fois, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Holmes se mit immédiatement à l'ouvrage, examinant chaque objet, chaque recoin avec une patience redoublée. Il notait le moindre détail, se déplaçant à pas feutrés comme un chasseur traquant une proie invisible. Pour ma part, je sentais croître une appréhension sourde. À mesure que mon ami avançait, j'avais la conviction qu'il allait dévoiler quelque chose que nous avions tous négligé, et qui changerait le cours de l'enquête. Holmes s'approcha du meuble où l'on avait déposé le poignard après qu'il eût été retiré du corps. Il le saisit délicatement, l'observa sous différents angles, et se mit à mesurer la profondeur de la blessure à l'aide d'un compas improvisé. « Voyez, Watson, dit-il, la lame est entrée sans résistance, mais l'angle est singulier. L'avions trouvé. » Il écarta légèrement le rideau et passa sa main sur le rebord. « Voyez, Watson, pas une seule marque de boue, pas la moindre trace d'escalade. Aucun intrus ne s'est faufilé par là. » Il referma doucement le battant et reprit d'un ton plus grave. L'ouverture n'avait qu'un but, convaincre l'inspecteur Lestrade et les autres qu'un voleur s'était échappé. Or, l'absence de toute empreinte prouve le contraire. Cette fenêtre est un alibi muet, destiné à détourner l'attention. Je demeurais frappé par cette conclusion. Tout ce qui la première fois paraissait naturel et simple se révélait désormais un trompe-l'œil savamment disposé. Holmes conclut à mi-voix. « Une pièce close n'existe jamais, Watson. Elle n'est qu'une illusion fabriquée par un esprit habile. Et je compris que l'affaire Carfax entrait dans une phase plus redoutable encore. Alors que nous poursuivions notre inspection, je remarquai de nouveau ce parfum âcre qui imprégnait l'air du salon. Je crus d'abord à une illusion de ma mémoire, mais en approchant du fauteuil, je fus certain qu'il subsistait encore une fragrance lourde et entêtante. Holmes inclina la tête, huma l'air et déclara. « Voilà un tabac que vous ne trouverez pas au coin d'une rue londonienne. C'est une marque de Séville, reconnaissable entre mille par sa force capiteuse. » Je le vis se redresser et conclure avec gravité. « Ce n'est pas la maison Carfax qui a apporté cette odeur ici, mais une présence. Et cette présence est plus proche de nous que vous ne l'imaginez. » Un frisson me parcourut, car je compris que ce parfum était plus qu'un détail. C'était la trace tangible d'un étranger dont la silhouette se profilait dans l'ombre du drame. Holmes, rassemblant ses pensées, se mit à reconstituer méthodiquement la scène. Considérons les faits. Une porte fermée à clé de l'intérieur, une fenêtre entr'ouverte mais impraticable, et un cadavre frappé en apparence sans témoin. Voilà qui crie au miracle criminel, ou plutôt, à l'artifice. Il examina la serrure avec sa loupe, puis sourit. Il poursuivit en désignant la fenêtre. Ouverte juste assez pour accréditer l'idée d'une fuite, mais sans la moindre trace d'effraction. Le coupable n'est pas sorti par là. Il a seulement souhaité qu'on le croie. Je restai médusé par la simplicité du stratagème une fois dévoilé. Holmes, impassible, conclut. « Une pièce close est un mensonge, Watson. Et celui qui l'a inventé n'est pas un voleur maladroit, mais un esprit calculateur, maître dans l'art de la dissimulation. » Holmes reprit le poignard, le pesa dans sa main et observa de nouveau l'endroit où il avait été trouvé dans la poitrine de la victime. « Voyez, Watson, dit-il, la blessure et le sang coagulé ne concordent pas.
Le cœur avait déjà cessé de battre lorsque la lame a pénétré. Il n'y a presque pas de saignement actif autour de la plaie. Je sursautai. Vous voulez dire que Sir Edmund était déjà mort avant que le poignard n'entre dans son corps? Holmes acquiesça gravement. Exactement. L'arme fut ajoutée après coup, pour donner au meurtre une apparence dramatique et détourner l'attention. Il posa la lame et ajouta: le vrai mode de mise à mort se cache encore. Poison, suffocation ou autre procédé discret. Mais ce qui est sûr, c'est que ce poignard n'est pas l'arme du crime. Il est le masque du crime. Je notais dans mon esprit cette révélation bouleversante. Tout ce que nous pensions savoir s'effondrait, et le mystère s'approfondissait. Alors que nous quittions la pièce, Holmes me prit à part. Watson, nous nous rapprochons de la vérité. Mais sachez-le, ce mystère ne relève pas seulement de la logique. Il implique des passions humaines, honneur, jalousie, rivalité, qui, une fois dévoilées, risquent de nous troubler davantage que le crime lui-même. Il alluma sa pipe, et dans le silence qui suivit, je compris qu'il entrevoyait déjà une vérité que moi seul n'osais encore soupçonner. Sous l'impulsion de Holmes, nous nous retrouvâmes, une fin d'après-midi, dans le grand salon de la maison Carfax. L'atmosphère y était tendue, presque solennelle, comme si chacun des présents de huis clos prenait déjà des allures de tribunal invisible. Holmes prit la parole avec ce calme tranchant qui le caractérisait dans ces moments de suprême assurance. « Mesdames, messieurs, dit-il, nous sommes réunis ici non pour multiplier les conjectures, mais pour exposer les faits tels qu'ils se présentent à un esprit impartial. L'affaire de Belgravia a semé la confusion, mais il n'y a pas de mystère que l'observation ne puisse dissiper. » Je remarquai que sa voix ne s'élevait jamais. Pourtant, chacun buvait ses paroles, comme si elles contenaient déjà la clé du drame. Lady Carfax soutint son regard avec une froideur implacable, tandis que Doña Isabella baissait les yeux, rougissante. Holmes poursuivit. « Je vous demanderai d'écouter sans interruption, car ce que je vais démontrer ne repose pas sur des suppositions, mais sur des preuves visibles, que nul ne saurait contester. » Il fit une pause calculée, tirant une bouffée de sa pipe, et je sentis que le moment tant attendu approchait. « Commençons, » dit Holmes, par l'hypothèse avancée par l'inspecteur Lestrade, celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Un léger murmure parcourut l'assemblée. Cette idée, séduisante par sa simplicité, ne résiste pas à l'examen. Il énuméra avec précision. Premièrement, la serrure, intacte, sans trace d'effraction. Aucun voleur n'aurait pu entrer sans la forcer. Deuxièmement, la pièce prétendument close. En réalité, elle fut verrouillée de l'extérieur grâce à un stratagème, donnant l'illusion d'une impossibilité. Troisièmement, le poignard. Inséré après la mort, il ne fut jamais l'arme du crime, mais un décor destiné à frapper l'imagination. Enfin, le mouchoir féminin et l'odeur de tabac espagnol, autant de signes qui démentent l'idée d'un brigandage improvisé. Lestrade serra les mâchoires, mais ne trouva rien à répliquer. Holmes ajouta, d'un ton sec. « Voilà donc qui clôt la thèse du cambriolage. Nous devons chercher ailleurs, et c'est ce que nous allons faire à présent. » Le silence. Holmes reprit l'arme exposée sur la table et la tint devant lui comme une preuve à conviction. « Permettez-moi de rappeler, dit-il, que ce poignard ne fut pas l'arme du crime. J'ai démontré qu'il fut inséré après la mort, lorsque le cœur avait cessé de battre. Dès lors, son rôle n'était pas de tuer, mais de signifier. » Il fit tourner la lame sous la lumière, ses gravures étincelant comme des runes oubliées. Sir Edmund Carfax a été trouvé avec cette relique historique fichée dans la poitrine. Quiconque entrait dans cette pièce ne pouvait manquer d'y voir une exécution théâtrale, un meurtre espagnol, presque rituel. Mais l'illusion s'effondre. Il ne s'agissait que d'un masque destiné à détourner les soupçons de la cause véritable de sa mort. Je ne pus m'empêcher d'éprouver un malaise. Combien de fois avais-je, en tant que médecin, examiné des corps dont les apparences m'avaient trompé? Holmes, lui, voyait toujours au-delà de l'évidence. Il reposa le poignard et conclut. « Cet objet est un symbole, choisi avec soin pour brouiller les pistes et donner au crime une dimension tragique. En vérité, le poignard n'a jamais tué Sir Edmund Carfax. » Holmes laissa un instant planer le silence, puis, d'une voix claire, il déclara. «
Voici le cœur de l'affaire. Sir Edmund Carfax s'apprêtait à vendre secrètement ce poignard à une puissance étrangère. Un murmure parcourut la salle. Don Miguel se leva d'un bond, mais Holmes, d'un geste impérieux, lui intima de se rasseoir. Cette transaction, si elle avait eu lieu, eût été un désastre. Le poignard, symbole des guerres d'indépendance espagnoles, remis à une nation rivale, aurait provoqué un scandale retentissant. L'honneur de Sir Edmund, déjà compromis par ses spéculations douteuses, se serait effondré. Sa famille eût été couverte d'opprobre, son nom voué à l'infamie. Je vis Lady Carfax fermer les yeux, comme accablée par la justesse implacable de ses paroles. Holmes poursuivit, plus grave encore. Le soupçonne survint par un moyen plus discret. Une ingestion ou une inhalation fatale peut être administrée dans le vin. Mais le poignard, vous l'avez planté dans sa poitrine après coup, afin de faire croire à un crime exotique, impliquant des étrangers. Puis, se tournant vers Doña Isabella, et pour donner plus de poids à cette illusion, vous avez mêlé involontairement cette jeune femme à votre stratagème, en laissant sur place son mouchoir. Elle n'était qu'un pion dans votre mise en scène. Je n'oublierai jamais le regard de Lady Carfax, un mélange de défi, de douleur et de résignation. Elle ne prononça pas un mot, mais le silence fut un aveu plus éloquent que n'importe quelle confession. À mesure que la vérité se dévoilait, les visages s'animaient de passions contradictoires. Don Miguel, blême de honte, fixait sa nièce comme pour s'assurer qu'elle était innocente. Doña Isabella, bouleversée, éclata en larmes, répétant qu'elle n'avait rien à voir avec ce drame. Les domestiques, sidérés, se signaient discrètement, comme devant un sacrilège révélé. Quant à l'estrade, il serrait les lèvres, partagé entre la contrariété d'avoir été contredit et l'admiration forcée pour la clarté de Holmes. Je regardais Lady Carfax, dont les yeux demeuraient secs, mais dont la pâleur mortelle révélait la défaite intérieure. C'était l'image même d'une femme prisonnière d'un fardeau trop lourd pour ses épaules. Holmes s'avança d'un pas, et d'un ton presque solennel conclut. Vous voyez donc que ce crime n'a pas été dicté par l'appât du gain, ni par la haine. Ce fut l'acte désespéré d'une femme redoutant plus que la mort le déshonneur. Lady Carfax a choisi de sauver le nom de son époux en lui infligeant une fin théâtrale, plutôt qu'une révélation publique de sa trahison. Il se tourna vers l'estrade et ajouta. Voilà, inspecteur, pourquoi un cambriolage ne pouvait en être la cause. Nous ne sommes pas ici dans le domaine du larcin, mais dans celui des passions humaines. Ces forces invisibles qui dictent parfois les gestes les plus terribles. Je notais dans son regard une ombre de compassion. La nuit tombait lorsque nous reprîmes le chemin de Baker Street. Après les éclats, les révélations et les émotions violentes qui avaient secoué le salon de Belgravia, je retrouvais avec un étrange soulagement le trottoir familier qui menait à notre logis. Le fiacre cahotait dans les rues encore animées, mais Holmes, assis en face de moi, demeurait muet, les bras croisés et le regard perdu dans le vague. À travers la vitre embuée, je contemplais la silhouette des réverbères alignés comme des sentinelles de brume, et je sentis peser sur moi l'épuisement de ces heures décisives. Pourtant, une curiosité persistait. Je brûlais de savoir ce que mon ami pensait vraiment de cette affaire, de son dénouement inattendu et de la tragédie silencieuse qui s'y attachait. Mais je connaissais trop bien Holmes pour l'interrompre dans ses réflexions. Lorsque nous franchîmes enfin le seuil du 221B, l'odeur rassurante du tabac de mon compagnon et la chaleur de notre foyer me semblèrent dissiper l'ombre de Belgravia. Pourtant, je remarquai que Holmes gardait une gravité inhabituelle, comme si le mystère résolu avait laissé derrière lui un écho plus profond qu'à l'ordinaire. Holmes s'installa dans son fauteuil préféré, face à la cheminée où les flammes dansaient et projetaient des reflets mouvants sur les murs chargés de livres et de cartes. Je pris place en silence de l'autre côté du foyer, observant avec une fascination familière le profil net de mon ami, éclairé par les lueurs rougeoyantes. Il demeura longtemps immobile, son menton appuyé sur ses doigts réunis en une arche, comme si le feu attisait non seulement la chaleur du logis, mais aussi celle de sa pensée. Ses yeux, habituellement perçants et vifs, semblaient ce soir se voiler d'une mélancolie lointaine. Je savais que ce mutisme n'était pas indifférence, mais au contraire le signe d'une méditation intense. Chaque fois que Holmes restait silencieux après une affaire,
c'était que celle-ci avait remué en lui des considérations plus larges que la simple mécanique du crime. La flamme, se consumant sur la braise, ressemblait aux passions humaines qu'il avait semblait porter en elle une parcelle de l'affaire que nous venions de vivre. Assis, les mains croisées sur mes genoux, je me laissais envahir par cette musique. Elle révélait ce que Holmes ne disait jamais. La compassion voilée, la sensibilité profonde, et peut-être le fardeau de celui qui voit trop clair dans les ténèbres humaines. Le violon parlait à sa place, et moi, son ami, je comprenais mieux que jamais combien sa logique était inséparable de son âme. Lorsque les dernières notes s'éteignirent, Holmes reposa l'instrument et reprit son siège face au feu. Après un long silence, il m'adressa ces paroles, d'une voix basse mais ferme. « Voyez-vous, Watson, ce n'est point le poignard qui a tué Sir Edmund Carfax, ni même le poison, s'il en fut. Ce sont les passions. Ce sont elles, invisibles mais implacables, qui frappent avec plus de précision que n'importe quelle lame. » Je l'écoutais, fasciné par la gravité de son propos. Holmes reprit. « L'honneur bafoué, la jalousie qui ronge, le patriotisme dévoyé. Voilà des forces plus dangereuses que toutes les armes forgées par l'homme. Une lame peut briser une vie, mais ces passions peuvent briser des nations. » Il joignit les mains et continua. « Lady Carfax a agi sous la contrainte d'un monde qui place le prestige au-dessus de la vérité. Elle a choisi une illusion tragique plutôt qu'une disgrâce publique. D'autres, en des circonstances semblables, ont déclenché des guerres, ruiné des empires, sacrifié des innocents. » Puis, se tournant vers moi, « Rappelez-vous toujours, Watson, là où vous voyez un crime isolé, je vois le théâtre entier des faiblesses humaines. Et ce théâtre, aucun juge ne peut le condamner pleinement, car il est bâti dans le cœur de chacun de nous. » Je demeurais songeur devant ces paroles, conscient qu'elles dépassaient le cadre de la simple enquête. En vérité, ce soir-là, Holmes ne m'offrait pas seulement une explication de fait, mais une méditation sur l'âme humaine elle-même. Je repensais à Lady Carfax, immobile et figée dans sa dignité froide, et je me demandais si elle avait agi par amour, par orgueil, ou par une combinaison insaisissable des deux. Je songeais à Doña Isabella, dont les larmes sincères prouvaient l'innocence, mais qui resterait marquée à jamais par cette affaire. Enfin, je revis Holmes, tirant de son violon ses accents douloureux, comme s'il était lui-même touché par la tragédie qu'il avait pourtant su disséquer avec tant de rigueur. La logique avait vaincu l'énigme, certes, mais elle n'avait pas dissipé le mystère de la nature humaine. Car à mesure que Holmes dévoilait les rouages cachés de cette affaire, je percevais toujours une zone d'ombre, un reste d'incompréhensible qui échappait à toute analyse. Était-ce la part d'amour, de désespoir, de secret patriotique? Nul raisonnement ne pouvait la réduire entièrement. En ce clair de lune qui baignait la fenêtre de Baker Street, je compris que l'œuvre de mon ami n'était pas de supprimer le mystère, mais de l'éclairer, comme une lampe éclaire une pièce sans jamais atteindre les coins les plus obscurs. Et je songeais alors qu'il n'existait pas de vérité définitive, seulement des vérités provisoires, des reflets mouvants dans la conscience des hommes. Holmes avait tranché l'affaire Carfax, mais le mystère de la condition humaine demeurait, insaisissable, indomptable, et peut-être éternel. Il me reste parfois l'impression troublante que les flammes mourantes d'un foyer savent plus de la nature humaine que nos raisonnements les plus affûtés. Dans le silence retombé après l'orage des révélations, je garde en mémoire un parfum de tabac, une note de violon, un éclat de regard qui refuse de s'éteindre. Il demeure toujours une part de mystère que même l'esprit le plus rigoureux ne saurait dissiper. Et vous, croyez-vous que l'honneur puisse justifier un tel prix, ou n'était-ce qu'un voile pour dissimuler une vérité plus sombre encore? Dites-le moi en commentaire. Si cette énigme vous a transporté, offrez-lui un signe de votre présence en laissant un like. Partagez vos réflexions avec d'autres esprits curieux et abonnez-vous pour ne manquer